Bon, bonjour tout le monde. Euh, je suis Suzanne Horn, et je suis formatrice et psychologue au sein de France Alzheimer, psychologue clinicienne et neuropsychologue. Et j'ai fait des interventions auprès des personnes malades jeunes et leurs aidants depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a sollicité pour animer ce webinaire autour de malades jeunes et la problématique très spécifique des malades jeunes et leurs aidants. Alors, peut-être dire deux, trois mots sur France Alzheimer. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà France Alzheimer. France Alzheimer a été créée en 1985 par des aidants, pour des aidants. Et à une époque donc, où il y avait extrêmement peu d'aide, on parlait peu de la maladie d'Alzheimer, qui était encore très tabou. Ensuite, en 1991, notre institut de formation, un organisme de formation, s'est raccroché à France Alzheimer. Enfin, en fait, il a été créé par France Alzheimer. Et toujours dans cet objectif et en logique avec les axes et les objectifs de l'association qui est, entre autres, de former aussi bien des professionnels, former aussi un peu plus tard, le projet, c'était de former les aidants et bien sûr former aussi le bénévole. Et donc cet organisme qui s'appelle aujourd'hui Institut France Alzheimer, donc c'est dans le cadre de cet organisme que j'interviens aujourd'hui pour ce webinaire autour des personnes malades jeunes, leurs problématiques et la problématique de leur famille. Il y a aussi une formation sur ce thème-là qui est prévue au mois de juin. C'est une formation de 2 jours pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent approfondir davantage ce qu'on évoque aujourd'hui et que je ne me trompe pas des dates. C'est prévu donc le 23 et 24 juin, donc dans les locaux de France Alzheimer, rue Tranchée, vous savez, à côté de la Madeleine, où certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion d'y aller. Alors, je vois déjà qu'il y a quelques messages dans discuter. Je vois des bonjours. Bonjour tous. Alors, quelqu'un qui me dit je n'ai ni webcam ni micro, mais j'entends bien. Très bien, super. C'est Christelle. Bonjour Christelle. J'ai plaisir à reconnaître quelques-uns d'entre vous. France Alzheimer d'Eure-et-Loire qui est parmi nous. Voilà, super. Je vous salue, je vous retourne le bonjour également. Ça a été un choix de vous proposer de suivre la micro fermée parce qu'on est nombreux. J'ai eu là actuellement, je vois 48 participants connectés, mais on a eu plus de 90 inscrits, on m'a dit. Donc, on va voir s'il y a des personnes qui vont se connecter en cours de route. Normalement, ça devrait être automatique. Donc, en principe, on n'est pas censé être interrompu. Et puis, donc, j'ai préparé un petit diaporama et je parlerai des situations et des problématiques qu'on m'évoque souvent. Mais comme je peux, bien sûr, passer à côté des questions qui vous intéressent, vous particulièrement, on prévoit à la fin un petit quart d'heure d'échange où vous n'hésiterez pas soit à allumer votre micro euh, et poser votre question à l'oral, soit de m'écrire votre question dans le module, alors soit question-réponse, soit dans le module euh, conversé qui est ouvert également. Voilà, donc je vois que vous avez découvert les deux modules. De toute façon, dès que vous écrivez quelque chose, j'ai un petit voyant qui s'allume. Vous savez comment ça marche et du coup, ça me permettra de, de regarder. Alors, la question de Christelle, qui n'a ni webcam ni micro, mais qui nous entend bien, je vais le mettre comme résolu. Et de même, là, il y a aussi Brigitte Huon. Bonjour Brigitte, bienvenue donc à tout le monde. Et je ne vous vois pas, donc ça fait un peu bizarre de parler devant un écran comme ça, mais je sais que vous êtes là. Alors,
Du coup, cette histoire de malade jeune, je vais donc animer un petit peu avec un diaporama que j'ai préparé. Je vais faire un partage d'écran en espérant que ce partage d'écran que j'ai mis... attendez. Et voilà. Alors, je l'ai mis sur le format PDF pour éviter des petites surprises de, de problèmes de page et autres. Alors, voilà. Je vais y arriver. Et voilà, là, normalement, j'ai le bon page. Est-ce que vous voyez bien en plein écran le diaporama que je cherche à vous montrer? Je pense que oui. Oui, super. Très bien. Alors, donc ce webinaire, on parle de maladie d'Alzheimer et malade jeune avant 65 ans. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, que cet âge de 65 ans, pas forcément une donnée médicale, c'est vraiment une donnée sociale. C'est-à-dire cet âge de 65 ans, ce n'est pas quelque chose de médical qui nous fait dire que la maladie est profondément différente à 63 par rapport à 67. Donc, si on fixe l'âge de 65 ans, vous imaginez bien, c'est par rapport aussi à l'âge de la retraite et aussi ce moment où on va estimer qu'une dépendance est liée soit à un handicap, soit à l'âge. Et en France, actuellement, notamment les aides ne sont pas les mêmes et on ne perçoit pas forcément le handicap en question ou la maladie en question exactement de la même manière quand c'est avant 65 ans ou après 65 ans. Après, de manière plus, de ce que je lis dans les différents textes autour des malades jeunes, la communauté internationale se met souvent d'accord pour parler des malades jeunes entre 40 et 60 ans. Et parfois, on a des malades même encore plus jeunes que 45 ans, hein, qui commencent à développer les premiers symptômes à partir de la trentaine. Alors, les objectifs donc, de ce petit webinaire, c'est identifier les impacts de la maladie d'Alzheimer avant 65 ans. Et vous allez voir que justement, le fait que ces 65 ans soient une donnée avant tout sociale, ça va quand même impacter largement la capacité ou les contraintes qui s'en suivent quand on veut accompagner les malades ou leurs aidants, et bien sûr les contraintes pour la première personne concernée, qui est la personne malade. Donc, identifier les impacts de la maladie d'Alzheimer avant 65 ans sur la vie quotidienne des personnes malades et leurs aidants, et aussi connaître et envisager les aides possibles et les réponses pour accompagner les personnes malades et leurs proches. Donc, voilà. À la fois, d'abord, l'impact de la maladie et puis un petit peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre boîte à outils, qu'est-ce qu'on a à disposition, quelle est notre panoplie pour tenter d'apporter des réponses. Alors, de quoi parle-t-on? Les chiffres que j'ai eu validés là, cette semaine et que vous retrouvez aussi sur les différents rapports de l'ARS et autres, c'est qu'actuellement, nous avons 55 000 personnes malades d'Alzheimer ou apparentées de moins de 65 ans.
Et du coup, ça représente environ 3 à 5% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ça veut dire que c'est rare d'avoir ce type de maladie avant 65 ans. Ce sont réellement des maladies liées à l'âge, mais qui peuvent arriver bien plus tôt. Et puis, pour les malades jeunes, il y a aussi cette question de facteurs héréditaires qui surgit, puisque les formes héréditaires vont apparaître chez des malades jeunes. On estime à la totalité des personnes touchées par atteintes d'une maladie d'Alzheimer, une maladie apparentée, ça a dépassé 1 million. Il y a des chiffres qui oscillent entre 1 million et 1,2 million. Ces différences de chiffres s'expliquent entre autres par ce qu'on mesure et quels sont les critères de mesure. Est-ce qu'on mesure toutes les personnes diagnostiquées ou est-ce qu'on estime que les personnes qui ont ce qu'on appelle mild cognitive impairment, c'est-à-dire des troubles cognitifs légers, que c'est aussi des personnes qui vont rentrer dans ce groupe plus ou moins bien délimité, des personnes qui ont des troubles cognitifs et sans être certains à quoi ils sont dus, ces troubles cognitifs. Et est-ce qu'on va prendre justement toute la population qui a moins de 25 sur un MMS ou est-ce qu'on va réellement prendre tout le monde qui a un bilan beaucoup plus approfondi, auquel cas, bien sûr, les chiffres changent un petit peu. Est-ce qu'on va prendre les dires des aidants qui n'ont pas forcément emmené leurs proches faire un diagnostic et juste prendre leur dire qui disent j'ai l'impression que maman, papa, mon conjoint perd la tête. Est-ce que ça va être un élément qui va inclure les personnes dans ce chiffre-là. Donc, selon les critères qu'on se fixe, ce chiffre peut osciller un petit peu et c'est difficile d'avoir quelque chose d'extrêmement précis puisque les critères d'inclusion peuvent changer légèrement. Alors, 0,2% de la population entre 40 et 64 ans sont touchés par ces maladies. Donc, à comparer les personnes de plus de 85 ans, où on va voir 25, presque 30% des personnes qui sont touchées par des difficultés cognitives, pour faire large. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite partie de la population de cette tranche d'âge-là qui sont concernés. Donc, c'est une maladie qui est rare et ça touche une petite partie de la population. Et alors qu'au-dessus de 65 ans, ça touche 6% de la population et au-dessus de donc 85 ans, ça peut monter jusqu'à 25% de la population au-dessus de 85 ans. Donc, du coup, comme c'est rare, il y a finalement peu de réponses qui ont été développées, notamment au niveau des consultations. Une des étapes premières et cruciales, c'est de faire déclarer sa maladie comme une affection longue durée. Et là, on a estimé en 2018, les chiffres qui m'ont été donnés par la cellule recherche à France Alzheimer, que 361 000 personnes diagnostiquées finalement, et là donc on parle de l'ensemble de personnes atteintes, diagnostiquées d'une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer ou une maladie d'Alzheimer. Donc, l'ensemble parmi ces personnes, 361 000 diagnostiquées, bénéficient d'une prise en charge au titre de l'affection longue durée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que finalement, ce qui va déclencher tout un flopée d'aides possibles, ce qui est cette déclaration-là d'ALD par le médecin, ce n'est pas fait pour la plupart du temps des personnes touchés par la maladie. Et ça veut dire qu'il y a tout un grand groupe qui ne connaissent peut-être pas l'importance et on peut penser aussi qu'il y a des professionnels, peut-être des médecins de ville ou des généralistes, qui ne voient pas l'importance ou qui en tout cas ne voient pas l'enjeu tout de suite de le déclarer comme une affection longue durée. Quand il s'agit des malades plus jeunes, il y a aussi cette question de l'inclure ou pas dans le dispositif de l'handicap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, il y a une maladie, mais comme elle est permanente, on ne peut pas la guérir, et comme elle va s'empirer, elle est évolutive ou dégénérative, si vous préférez, cette maladie-là,
on va non seulement parler d'affection longue durée, mais on va aussi parler d'un état d'handicap qui va devenir permanent. Et donc, ça va engendrer tout un tas de choses sur le plan social, au niveau des aides, etc. Donc, les problèmes très spécifiques aux malades jeunes, c'est justement cette errance diagnostique parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on soit touché par ce type de maladie quand on a moins de 65 ans. Donc, la plupart du temps, l'hypothèse diagnostique que les médecins vont faire et que les personnes elles-mêmes vont se faire, c'est qu'ils sont fatigués, qu'ils sont en burn-out, qu'ils sont dépressives, qu'ils ont peut-être une tumeur au cerveau. Hein, quand on parle aux malades jeunes, il n'est pas rare qu'ils ont tout un tas d'hypothèses sur leur état parce qu'ils sentent bien hein, que quelque chose ne va pas, ils sentent que quelque chose change. On a même des cas pas si rares, des médecins qui sont, eux, dans l'incrédulité face à l'évidence du diagnostic qui se fait en général lorsque il y a non seulement le critère, ce qu'on pourrait appeler le critère écologique, quand on voit que ça pose problème dans l'environnement de la personne, non seulement le critère cognitif qu'on va voir à travers ces fameux tests qui vont isoler de façon plus ou moins fort les différentes capacités cognitives et nous donner un chiffre, un score, un test, etc. Mais aussi le critère neurologique. On va observer la dégénérescence neuronale dans le cerveau. Et c'est là, souvent, quand il y a cette espèce de preuve physiologique, hein, une dégradation organique, que la réalité va quelque part s'imposer à la personne et parfois aussi aux professionnels qui l'entourent et à son entourage familial. En plus de ça, on a depuis quelques années maintenant le fameux ponction lombaire qui est pratiqué de façon quasi systématique quand on a une suspicion de maladie d'Alzheimer, maladie apparentée chez quelqu'un de jeune, chose qui n'est pas forcément le cas chez des malades plus âgés, mais c'est souvent cette ponction lombaire avec la détection de marqueurs de protéines tau qui va être décisif aussi pour le diagnostic, même quand les symptômes ne sont pas tellement forts. Donc, il y a une errance diagnostique. On va très souvent chercher ailleurs et c'est aussi parce que cette maladie, elle arrive donc dans une période de la vie très active et là où ça va se remarquer relativement tôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, c'est notamment au niveau de la vie professionnelle. La plupart des personnes entre 30 et 65 ans travaillent encore et ou ont en tout cas une sorte d'activité significative où ils ont des responsabilités, ils ont des choses à gérer, ils doivent souvent coordonner plusieurs choses en même temps, même quand il s'agit soi-disant d'une personne qui ne travaille pas. Je fais là, j'emmène une petite pensée pour les personnes qui ont fait le choix de s'occuper par exemple de leurs enfants à la maison. C'est un peu plus fréquemment des femmes que des hommes, mais n'empêche que c'est toute une gestion à avoir et c'est vraiment quelque chose qui utilise toutes les fonctions cognitives et particulièrement les fonctions exécutives. Et donc, comme c'est une des premières choses qui commence à être un peu difficile dans la maladie d'Alzheimer, on va voir que très rapidement, dans la vie quotidienne, les choses ne vont plus pouvoir continuer comme avant. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez différent avec la maladie qui surgit chez des personnes plus âgées, qui ont peut-être une vie un peu moins active, avec moins de responsabilités. Là où on peut faire la comparaison, c'est juste lorsque quelqu'un à la retraite a un rôle, par exemple, de présidence ou un rôle politique, ou continue malgré tout à travailler comme consultant, par exemple, ou parce qu'il a sa boîte d'entreprise ou autre chose de ce genre, ou dans l'enseignement. Là aussi, on voit souvent des personnes de plus de 65 ans qui continuent à travailler. Mais lorsque la personne est à la retraite et finalement n'a pas vraiment de compte à rendre, personne d'autre que la personne qui vit avec elle, celle ne vit pas seule, va se rendre compte qu'elle ne fait plus les choses comme avant
en fait, il y a euh, un temps d'alerte qui est beaucoup plus longue lorsque la personne est plus âgée. Alors que très rapidement, quand quelqu'un est plus jeune, travaille, a des responsabilités ou doit justement être dans un timing au niveau du travail, on va se rendre compte assez rapidement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme avant. Et au travail, la première chose auquel on va penser, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer. On va penser évidemment aux problèmes personnels, au burn-out, à un problème de relation avec l'autorité, notamment s'il y a des petits soucis d'inhibition face à l'hierarchie ou autre, à une attitude réfractaire aux nouveaux changements. On a vu ça beaucoup quand diverses entreprises ont été plus ou moins informatisées et donc très compliqué pour des personnes qui avaient des débuts de troubles cognitifs d'assimiler ces nouvelles méthodes informatiques. Et parfois, on disait d'eux, ils n'ont plus envie de faire d'efforts, ils n'ont pas envie de... Voilà. Et on mettait ça un peu sur le compte de la volonté. Et là aussi, on voit que c'est quelque chose de très similaire qu'on connaît quand même très bien depuis tous les autres cas de la maladie d'Alzheimer, où parfois on entend les familles qui disent il n'a plus envie ou il est devenu méchant, alors qu'il est en réalité question de il ou elle n'est plus capable de. Et ça, au niveau du travail, on n'y pense pas forcément. Donc, beaucoup de malades jeunes ont vécu des périodes difficiles au niveau de leur contexte professionnel, juste avant d'être mis, alors souvent en pré-retraite, mais pas toujours. On va voir un petit peu les différentes formules qui s'offrent à eux. La perte d'autonomie est rare pour le groupe d'âge dont il est question. Et du coup, on s'imagine que ça va être passager, bien sûr. Parce qu'il y a d'habitude une capacité de récupération qui est plutôt bon, y compris quand il s'agit de dépression, que la dépression est traitée. On voit que c'est quelque chose où les personnes, après coup, peuvent revenir faire une reconversion professionnelle. Et parfois, c'est ce qui leur est proposé. Donc, le fait que ça surgit à une période de la vie très active, ça sous-entend souvent aussi des conséquences familiales, avec des enfants en bas âge, avec une vie de couple assez souvent. Professionnel, on en a parlé un petit peu. Et puis, social de manière générale, parce que la personne qui avait des activités ou des loisirs ou un cadre d'amis, elle va en tout cas exprimer qu'elle a le sentiment de changer. Alors, les amis autour ne se rendent pas toujours compte. Les personnes un petit peu éloignées ne se rendent pas toujours compte. Surtout s'il y a un partenaire, un conjoint qui peut parfois pallier ou jouer le rôle et compenser les difficultés des personnes qui sont touchées par ces maladies. Et ce qui change vraiment par rapport aux malades donc, plus âgés, c'est qu'ils ne sont vraiment pas dans le même cycle de vie et les attentes que la société et l'entourage, qu'elles soient familiales, professionnelles ou sociales, a par rapport les attentes qu'on peut avoir sur les personnes plus jeunes ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, en français, on dit bien que la personne se met en retraite. Enfin, la personne part en retraite. Se mettre en retraite, c'est se mettre en retraite. C'est ça que ça veut dire, c'est l'origine du mot. Et on ne s'attend pas à ce que quelqu'un de plus jeune, de 40 ans, se mette en retraite. Ça paraît rare. Et du coup, ça suscite aussi l'incompréhension. Évidemment, jusqu'à ce qu'on explique à l'entourage de quoi il s'agit et qu'il s'agit de maladie. Donc, l'enjeu de diagnostic est grand, vraiment. Parce que tant que ça n'a pas été prononcé ou dit qu'il s'agit d'une maladie qui cause tout ça, très souvent, on va mettre toutes les difficultés qu'on observe chez la personne. Au mieux, on le mettra sur le compte d'une dépression et au pire, on le mettra sur le compte d'une faiblesse de caractère ou un changement d'attitude ou que la personne devient caractérielle. C'est des choses qu'on peut parfois lire, des choses
extrêmement jugeant comme ça, le jugement de valeur qu'on peut parfois même lire dans certains dossiers médicaux. Hein. La personne devient caractérielle, comme si c'était un critère diagnostique, en fait. Et donc, on voit bien hein, comment ces jugements de valeur vont venir aussi impacter le regard qu'on pose sur la personne et ce regard donc qui risque de ne pas rester très bienveillant, chose qui est évidemment dramatique pour la personne malade qui va se sentir rejetée, profondément incomprise et parfois développer quelque chose qui ressemble à la culpabilité hein, de ne plus pouvoir ou à l'inverse, hein, l'agressivité envers les autres et rentrer dans des dynamiques de projection en disant c'est les autres qui m'ont poussé à ça et même se demander si ce n'est pas à cause d'une telle ou une telle personne, à cause de tel chef au travail qu'ils ont développé ces maladies-là. C'est des choses parfois qu'on peut entendre de la part des personnes malades jeunes. Donc, il y a souvent quelque chose qui s'écrit, on passe beaucoup de temps hein, quand même à notre travail, quand on travaille temps plein, c'est 150 heures par mois. Et comme on passe beaucoup de temps au travail, beaucoup des conflits vont se jouer aussi au travail. Et bien sûr, dans le milieu professionnel, il y a peu ou pas du tout de connaissances autour de ça. Parfois, au niveau familial, hein, on a aussi des incompréhensions, mais souvent, il y a quand même une recherche au-delà, il y a l'accompagnement chez le médecin, mais dans le milieu professionnel peut être vraiment très manifester une incompréhension extrêmement grande, y compris les médecins de travail qui s'attendent peut-être à avoir des syndromes de burn-out ou de souffrance au travail, ou d'RPS, mais qui ne s'attendent pas forcément à voir apparaître une maladie neurologique. Donc, du coup, qui dit qu'on touche au travail, dit qu'on touche aussi aux conditions financières et au rôle social de la personne, qui peut vivre des situations douloureuses au travail et le sentiment d'être mis au placard, hein, comme on dit en français, ça veut dire avoir été écarté, alors parfois dans le but de la protéger, mais aussi pour protéger l'organisation. Mais très souvent, comme ce n'est pas prononcé, ce n'est pas dit, ça tourne autour d'une sorte de non-dit qui est souvent source de souffrance et d'incompréhension de part et d'autre. Et certains malades jeunes, même plusieurs années après l'arrêt du travail, parlent de leur dernière période de travail comme quelque chose d'assez traumatisant et assez destructeur sur le plan de l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, on avait vu hein, qu'il s'agit d'un événement rare pour son groupe d'âge. Alors, il y a eu de fait des recherches de manière beaucoup plus large au-delà de la maladie d'Alzheimer autour des événements de vie. Quand je parle d'événements de vie, c'est dans le sens Erik Erikson du terme, hein, et qui nous montre très clairement, des recherches en psychologie sociale, notamment Ekhausen qui a travaillé là-dessus, que plus un événement de vie est rare pour son groupe d'âge, plus ça va être vécu comme quelque chose de difficile et la personne, de manière subjective, hein, de ces questionnaires, de ces recherches-là, va estimer que c'est pire pour elle. En gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne qui, quand on dit développer la maladie d'Alzheimer à 45 ans ou à 85 ans, qu'est-ce qui est le pire? Eh bien, ça va être pire à 45 ans. Bien sûr. Alors, ça nous paraît tout à fait naturel, mais ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui est très général pour l'ensemble d'événements de vie pour son groupe d'âge. Parce que quand on parle de voir ses parents décédés, par exemple, qu'est-ce qui est pire? De voir ses parents décédés à 20 ans ou à 65. Là, par contre, on va se dire que c'est peut-être vécu comme quelque chose de plus normal de le voir décédé à 65 ans. Et ça vaut aussi apparemment hein, pour les facteurs de vie vécus comme positifs ou perçus comme positifs. On ne va pas développer là-dessus, mais juste pour vous dire que comme c'est un événement rare pour son groupe d'âge, il y a bien sûr ce vécu subjectif au niveau
qui donne souvent lieu à ce que les personnes expriment comme une grande solitude. Ils se sentent seuls face au diagnostic. Ils vont parler de choc de diagnostic, ce diagnostic qui n'est pas anticipé, auquel on ne s'attend pas, à l'inverse des personnes qui sont un peu plus âgées et qui sait bien qu'avec l'âge, on peut commencer à avoir des petits soucis de mémoire, enfin, ils l'expriment à leur manière, hein, des petits soucis cognitifs, même leur entourage qui se prépare à ce que la dépendance à un certain âge risque de revenir un petit peu en boomerang et que les enfants s'occupent à un moment donné de leurs parents vieillissants. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu anticipé, qu'on envisage, hein, pour le futur, qui est rentré un peu dans nos consciences collectives, si je peux dire, avec la longévité. Mais de devoir s'occuper de ses parents qui deviennent dépendants quand on a 15 ans ou 20 ans, c'est tout à fait autre chose. Et pour le parent ou le conjoint, de se dire, tiens, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, ou j'ai 30 ans, ou même à 50 ans, ou même à 60 ans, où on projette peut-être une vie à la retraite ensemble, on a des projets, c'est pas prévu que la dépendance vienne à ce moment-là, de apprendre la maladie, alors soit de soi-même, soit de son proche, son compagnon de vie ou sa compagne de vie, c'est souvent quelque chose qui est vécu comme un choc, on est incrédule, c'est un choc non anticipé, et en fait ce choc va agir comme une sorte de, ce que j'appelle parfois un traumatisme à petits pas. À petits pas, pourquoi? Parce que ce sont des maladies neuroévolutives avec un début très insidieux, extrêmement... alors certains le décrivent comme sournoise, hein, c'est des paroles que des personnes malades m'ont parfois prononcé, un début sournoise, quelque chose qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et du coup ce sentiment d'être ballotté par la maladie, hein, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas constant, et c'est aussi quelque chose de très déstabilisant. En plus de ça, va se rajouter ce que j'ai mis en premier sur ce slide, le peu de moyens, comme c'est rare. Souvenez-vous, 0,2%, hein, de cette tranche d'âge-là. Comme c'est rare, il y a peu de moyens connus et ou disponibles. Alors parfois, il y a des moyens, mais qui sont mal connus, et parfois, et là, on n'est pas tous à égalité en France, malheureusement, dans certains milieux ruraux, on a aussi très peu de moyens à notre disposition. C'est-à-dire que les accueils de jour existants et qui commencent bien à se développer là et s'adressent aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, ils vont accueillir essentiellement des personnes qui ont plus que 70 ans. Et du coup, la personne qui, elle, a la quarantaine, va peut-être pas du tout sentir qu'elle a quelque chose en commun avec ces autres personnes qui ont l'âge peut-être d'avoir l'âge de ses parents. Une autre génération et du coup aussi d'autres préoccupations parce qu'ils ne sont pas dans la même étape de vie, hein. La personne malade, jeune, elle a souvent encore des enfants relativement jeunes avec des responsabilités parentales et en plus de ça, un travail qui apportait satisfaction ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, là où ces pères PIARS plus âgés qui ont la maladie d'Alzheimer, qui va retrouver dans un accueil de jour, ne travaillent peut-être plus depuis longtemps. Et puis en plus, il y a une différence culturelle, puisqu'ils ont été élevés, éduqués et vécus à une autre époque, où c'était peut-être pas les mêmes modes de vie, pas la même musique qu'on écoutait, et pas non plus les mêmes valeurs par rapport à certaines choses. Et donc, il y a peu de moyens connus et ou disponibles pour répondre à ces contraintes. Alors, quand je dis contraintes, ça sous-entend qu'il y a des besoins derrière pour répondre à leurs besoins, bien sûr, mais j'ai choisi le mot contrainte parce que je pense réellement que toutes ces maladies vont venir rajouter de la contrainte. La personne ne va plus pouvoir s'organiser pour se rendre quelque part. Et du coup, je pense que ça, c'est un des enjeux, notamment politiques, hein, de réfléchir dans notre société, comment est-ce qu'on peut apporter un service, et pourquoi pas un service public, qui peuvent nous
nous aider à lever les contraintes pour permettre à ces personnes de garder un rythme de vie le plus longtemps possible. Et donc, cette idée de venir lever la contrainte, lever les contraintes liées à la maladie, actuellement en France, ça se fait énormément par des bénévoles de diverses associations et notamment de France Alzheimer, où on a pu mettre en place pas mal de choses et parfois grâce à des subventions publiques, heureusement, ce qui nous permet d'élargir un petit peu. Pardon. Alors, à la fin, j'ai mis l'évidence d'une pathologie. Alors, c'est peut-être pas si évident que ça, mais une fois que la maladie commence à se faire sentir, en tout cas, mon expérience, de ce que je recueille aussi bien des professionnels que des personnes malades eux-mêmes et que des familles, c'est que ça devient clair comme l'eau de roche qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Alors que chez quelqu'un qui a plus de 80 ans, on peut faire passer ça sous c'est peut-être juste le vieillissement. Il y a quelque chose un peu qui banalise un petit peu ce qui se passe chez des personnes beaucoup plus âgées. Peut-être aussi parce que c'est moins flagrant, vu que la vie de la personne de 80 ans est peut-être moins exigeante pour venir mobiliser toutes ces capacités cognitives qui se trouvent en difficulté. Et du coup, il est évident qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Très souvent, et je reviens sur l'errance diagnostique, très souvent, la première chose auquel on pense, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, ni une maladie apparentée, et on va penser en premier, vous le savez bien, à une pathologie psychiatrique, une dépression, un burn-out, etc. Ou parfois même une situation d'avoir été victime d'une situation de violence. On va parfois faire le lien avec un syndrome post-traumatique. Et pour cause, il peut y avoir réellement des signaux extrêmement similaires au syndrome post-traumatique, parce que je pense que de vivre toutes ces contraintes que la maladie implique et de se sentir ainsi diminuer ou même renvoyer à un sentiment d'échec ou de dépendance, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un effet très similaire à un choc psychotraumatique. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir aussi au niveau de la restitution des premières personnes concernées, qui sont les personnes malades. Où tant qu'elle n'a pas pu mettre des mots sur ce qui se passe, ou on n'a pas pu valider avec elle finalement la légitimité de sa souffrance, il y a quelque chose qui est très compliqué à penser et à mentaliser. Et du coup, ce que je vois, c'est que les personnes malades à qui on arrive à avoir ce dialogue-là, permettre de créer ce lien avant que la maladie avance trop, en fait, il y a tout un tas de stratégies, aussi bien psychologiques que sociales, pour penser ces troubles et finalement éviter de rentrer dans le spirale de mauvaise estime de soi, mauvaise confiance en soi et éventuellement, du coup, cette balance entre culpabilité de ne pas être ce qu'on devrait et projection sous forme de plus ou moins d'agressivité envers les autres quand on rend responsable, ne serait-ce qu'en partie, du malheur qui nous arrive. Alors, du coup, de manière générale, ce qui va se passer, c'est de façon extrêmement schématique, et ça, je le développe un tout petit peu plus dans la formation de 2 jours. Il va y avoir, après le diagnostic, il va y avoir le médecin du travail qui va être alerté. Et si la personne est en situation de travail, c'est vraiment un passage obligatoire auquel on ne pense pas systématiquement dans les consultations mémoire, mais ce lien avec le médecin du travail est hyper important parce que ça permet de valider quelque chose au niveau du contexte du travail, c'est-à-dire au niveau de du contexte dans lequel vit la personne. Et ça peut permettre justement de faire les choses plus en douceur, que ce soit moins traumatisant, soit un aménagement de conditions de travail, soit un licenciement pour des raisons médicales. Et puis, il ne faut pas oublier, encore une fois, l'importance de faire déclarer la maladie d'une infection longue durée. Pourquoi ? Parce que si la personne est juste licenciée pour faute,
non seulement c'est très dur pour elle, le coût psychologique pour la personne malade est souvent énorme, euh, et elle se fait des reproches, etc. Mais en plus, même si elle a droit à des indemnités par l'ANPE, il ne faut pas oublier que l'ANPE exige, le pôle emploi, on dit aujourd'hui, genre, ça c'est une erreur d'un ancien écrit, le pôle emploi exige que la personne continue à chercher du travail. Et si elle ne le fait pas, elle va perdre ses droits. Et du coup, ça veut dire que quelque part, si on est inscrite à l'ANPE, on n'a pas reconnu que son licenciement a eu lieu en lien avec un état pathologique dont elle n'est pas responsable. Et on fait un petit peu comme si c'était une incompatibilité entre la personne, entre le professionnel et le lieu de travail, alors qu'il ne s'agit pas de ça, en fait. C'est ni une mise en porte-à-faux de lieu de travail, ni de la personne. En fait, il s'agit d'une maladie qui vient de l'extérieur et qui fait qu'il y a certaines capacités. Alors, quand c'est un chauffeur de taxi qui tout d'un coup perd la vue, ça devient une évidence qu'il ne peut pas rechercher un autre travail comme chauffeur de bus. Hein. Dans la maladie d'Alzheimer, encore une fois, c'est un handicap qui ne se voit pas et d'où l'importance du coup de faire reconnaître la pathologie comme un handicap à part entière. Et en l'occurrence, donner du coup, ouvrir du coup droit à d'autres indemnités que le Pôle emploi. Alors, vient avec le stress de la maladie, bien sûr, tous les tracasseries financières. Et à mon sens, de ce que j'entends de la part des personnes malades et de leur famille, c'est vraiment quelque chose qui va rajouter sur cette situation qui est traumatisante. Et du coup, ce stress lié au financier, je pense qu'il est très important de s'en occuper dès qu'on peut. Et de savoir orienter un petit peu la personne et sa famille. Parce que bien souvent, c'est une sorte de catastrophe financière pour ces familles-là. Et les assistantes sociales auxquelles on peut avoir recours à l'hôpital, parfois on a l'impression que voilà, ils ont des éléments, mais il n'y a pas vraiment un parcours euh, très, très, très unis hein, de la part des différents partenaires et très souvent on a l'impression de composer un puzzle, en tout cas ça peut être mon impression. Il faut savoir que moi je ne suis pas assistante sociale, hein, je suis psychologue et neuropsychologue, donc je suis comme la plupart d'entre vous, mais quand on a la chance d'avoir sous la main quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, on découvre quand même qu'il y a pas mal de choses qui existent, qui sont certes pas parfaites, qui va certes emmener un rentrée d'argent qui est inférieure à quand la personne travaillait. Cependant, il y a quand même des choses qui permettent de compenser un petit peu. Et donc, du coup, au niveau euh, des aspects financiers, il y a bien sûr l'allocation de l'adulte handicapé, mais donc, encore une fois, je le rappelle, hein, si le handicap n'a pas été reconnu, on ne peut pas le mettre en place. Donc, on voit bien comment les étapes préalables sont importantes. La prestation de compensation de handicap, les indemnités journalières, la pension d'invalidité et aussi l'importance, dès qu'il y a un handicap, de demander aussi la demi-part pour les déclarations des impôts. Vous savez, au lieu que la personne se déclare comme une part, elle peut se déclarer comme 1,5 pour aussi avoir une aide financière à ce niveau-là. Et puis, on a aussi, bien sûr, toutes les personnes ressortissant des régimes spéciaux, des régimes de fonctionnaires, des professions libérales, là où les droits sont un tout petit peu différents. Il y a des mutuelles, parfois des mutuelles avec le travail de la personne, etc. Donc, il y a des cas de figure, enfin, ça reste quelque chose d'assez vaste à explorer. Donc, du coup, c'est souvent une exploration qui doit se faire au cas par cas. Mais on voit vraiment, et je me permets de revenir un peu en arrière, à quel point l'enjeu est grand de faire reconnaître le handicap avant que la personne arrête
de travailler. Et ça, malheureusement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait tout de suite. Hein. Je reviens notamment sur ses conséquences professionnelles, sociales, financières et du coup aussi juridiques quelque part, parce qu'on est dans un cadre qui est aussi légal. Alors là, ce fiche-là est un peu plus détaillé, mais je ne vais pas rentrer autant dans les détails aujourd'hui. C'est quelque chose que je développe un peu plus lors de la formation de 2 jours. Euh, mais juste pour savoir, pour vous montrer brièvement ce qui existe. À partir de diagnostic de la maladie, un arrêt de maladie ou un aménagement des tâches et des horaires, etc. Souvent un congé pour maladie longue durée et du coup des indemnités journalières. Et donc, on peut regarder ensuite les détails, mais vous pouvez voir qu'on ne touche rarement 100% de son revenu. Une fois que la maladie est reconnue comme une affection longue durée, donc un ALD, les indemnités journalières peuvent être variées pendant une période maximale de 3 ans. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il va falloir quand même rentrer dans un autre régime et c'est là où ça peut être intéressant de parler du handicap le plus longtemps possible. Et donc, juste pour que ce soit bien clair, mais je pense que vous êtes au courant, hein, quand on a plus de 65 ans et on développe une maladie neuroévolutive, on ne va pas relever de l'handicap, on va relever de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, c'est-à-dire tout le régime autour de la dépendance des personnes âgées. Alors que quand on a moins de 65 ans, tous les troubles et difficultés qu'on rencontre suite à la maladie vont être considérés comme un handicap. Et c'est largement avantageux par rapport aux indemnités et les aides financières auxquelles on peut prétendre. Il y a des aides financières qui sont un peu plus importantes quand un handicap surgit et on considère que c'est en lien avec un handicap ou une pathologie, ou quand un handicap surgit et on considère que c'est en lien avec l'âge. Ça, c'est très particulier à la France. Il y a peut-être d'autres pays en Europe pour lesquels c'est comme ça, mais ce n'est pas une généralité en Europe. Donc, cette pension, ces fins d'indemnité journalier va donner lieu finalement, souvent rebifurquer sur la pension d'invalidité, après donc un avis de médecin, un conseil de régime de la sécurité sociale. Donc tout ça, c'est bien contrôlé, hein, et très souvent, les personnes, ils me disent qu'ils ont vu le médecin et les personnes sont venues et ils se sentent contrôlés. Hein, c'est aussi un moment difficile dans leur vie, non seulement de se dire, tiens, on a besoin d'aide, mais en plus, peut-être qu'on ne me croit pas. Donc, la retraite, transformation de pension de retraite pour inaptitude. Et ce qu'on voit quand même très souvent, c'est des personnes qui partent tout simplement en pré-retraite et du coup, avec des conditions financières qui ne sont quand même pas très, très, très avantageuses. Donc, la pension a pour objet de compenser une perte de salaire, mais ça compense, hein, cette perte de salaire liée à l'incapacité de travail causée par la maladie. Et il faut que la personne assurée présente une invalidité de moins 2/3, de sa capacité de travail ou de son capacité de gain. Donc, il y a une évaluation de ces taux d'incapacité lors des visites tous les 6 mois. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose, non seulement on a tous les examens à faire sur le plan médical, mais en plus, on doit justifier quelque part. Alors pour moi, en tant que professionnel, ça peut me paraître quasiment aberrant parce qu'à partir du moment où on a établi qu'il s'agit de maladies neuroévolutives avec des capacités cognitives, c'est une évidence que ça ne peut pas revenir en arrière. La personne ne va pas récupérer des capacités perdues. Et donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que toutes ces indemnités sont calculées sur les 10 meilleures années de travail. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous
en fait, vous faire voir que c'est un parcours de combattant. Hein, ce tracasserie de compensation financière, de faire reconnaître son handicap, faire reconnaître sa maladie, y compris des assurances parfois contractées par rapport à des prêts immobiliers, etc., c'est vraiment quelque chose qui va venir se rajouter à la charge et à la charge, bien sûr, des personnes malades qui ont déjà apporté leur maladie, mais à la charge aussi des familles qui doivent tout réorganiser autour. Et je vois qu'il y a une question. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de 65 ans et non pas de... Oui, c'est 60 ans. En effet, 65 ans, c'est le début de la retraite. C'est 60 ans, moins de 60 ans pour toucher... J'ai dit 65 ans. Bon, vous avez bien fait de me faire préciser. Pour compter à l'intérieur de cadre de handicap, c'est 60 ans. Hein, c'est bien 60 ans. Et du coup, on a 5 ans là de flottement, hein, entre l'APA et le handicap. Et donc, quelque part, bon, j'avais une personne, j'ai un groupe de parole avec des malades jeunes, et une de ces personnes qui disait ben, heureusement que j'ai eu mon handicap, de déclarer ma maladie, de déclarer à 58 ans, parce que ça aurait été à 68 ans, j'aurais pas eu droit aux mêmes aides. Donc, c'était sa façon un peu de porter la chose en dérision, et par ailleurs, quelqu'un avec beaucoup d'humour. Donc, bien sûr. Alors, ensuite, il y a tout un tas de dispositifs d'aide qui peuvent se mettre en place et auxquels on n'a pas d'habitude d'avoir recours. Il y a bien sûr les dispositifs d'accompagnement à domicile, qui existent de façon plus ou moins dense selon les régions et selon les départements. Là encore, par rapport à ces aides-là, on n'est pas tous logés à la même enseigne. En région parisienne, on a la chance d'être relativement bien fournis, je pense que dans les grandes villes de manière générale. Quand on part en milieu rural, parfois l'aide est rare. Et il ne faut pas oublier qu'au milieu rural, tous sont extrêmement dépendants de leur voiture, bien sûr, parce que les choses sont plus loin, et il y a peu de transports en commun. Et la voiture, c'est bien sûr quelque chose qui pose problème très tôt dans la maladie, comme vous le savez tous. Et du coup, on va voir apparaître ce isolement chez la personne malade, mais parfois aussi de son aidant principal, qui peut être un enfant, qui peut être le conjoint, qui peut être juste tout simplement les autres membres de la famille qui partent au lycée, collège, au travail, et puis la personne malade qui reste seule à la maison toute la journée. Et certes, ça peut être reposant et contenant et rassurant sur le plan affectif, mais au bout d'un moment, il y a quand même un ressenti de la part des personnes malades de tourner en rond. Ils vont avoir envie de sortir. Et parfois, du coup, la personne qui intervient à domicile, c'est leur seul lien avec l'extérieur durant la journée, hein, jusqu'à ce que les autres rentrent et sont fatigués de leur journée de travail, de leur journée de lycée ou de collège, et ils n'ont pas forcément l'énergie, hein, pour répondre à tous les besoins de la personne malade. Et donc là aussi, comme vous le savez, il y a différentes modalités. On peut avoir un emploi direct, engager quelqu'un direct, et on peut passer par une association, un organisme. On peut choisir entre le service mandataire ou prestataire. Mais je ne rentre pas plus dans les détails maintenant. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler lors de la formation. Vous avez bien sûr les soins infirmiers qui sont donc pris en charge à 100%, et vous avez aussi la possibilité de l'hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est des choses qui existent à domicile. Il y a aussi des dispositifs d'accompagnement à l'extérieur du domicile où il y a, alors théoriquement, je dis bien, hein, théoriquement, il y a l'accueil de jour, l'hébergement temporaire et puis l'unité cognitivo-comportementale quand on voit une exacerbation des comportements qui dérangent. Et l'accueil de jour, je le dis en théorie parce que bien souvent, c'est destiné à un public à la retraite. Il y a certains accueils de jour, et notamment à Cesson, il y a un accueil de jour pour des malades jeunes dans le 77.
Il y a aussi dans les marais un accueil de jour qui n'accueille pas uniquement des malades jeunes, mais il y a beaucoup de malades jeunes. Il y a quelques-uns comme ça. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Il y a le site de France Alzheimer qui s'appelle aide en pluriel, aides.francealzheimer.org. Et à un moment donné, vous cochez, si vous avez plus ou moins de 65 ans ou si la personne aidée a plus ou moins de 65 ans, ils vont vous bifurquer. C'est un site interactif pour voir ce qui se passe à côté de chez vous, dans votre département, s'il y a ou pas des structures. Donc là aussi, on a différentes activités qui sont souvent développées. On entend souvent parler de ping-pong. Le principe général, bien sûr, c'est d'aider la personne à être apaisée par rapport à sa maladie. Donc, il y a aussi le programme Vivre avec la maladie qui est développé par France Alzheimer, que je développerai davantage dans la formation des jours. Qui est un programme qu'on pourra regarder un peu plus en profondeur. Mais donc, tout ça, c'est proposé gratuitement par France Alzheimer. Et vous avez aussi proposé par France Alzheimer le suivi personnalisé des malades jeunes, différents dispositifs. Alors, toutes les associations départementales ne les proposent pas. Mais l'idée, c'est d'adapter un suivi personnalisé de la personne et de son entourage selon ses besoins. Donc, on a énormément de liberté et ça peut être qu'on voit tantôt la famille, tantôt la personne malade, tantôt juste son entourage familial. Et ça m'est même arrivé justement où la personne malade, elle, a des ressources et des choses de développer autour d'elle, mais aussi vraiment la famille qui se trouve en détresse. Et on a pu utiliser quasiment l'ensemble de ces 14 heures-là pour des entretiens de soutien psychologique ou de l'aidant. Donc, on a beaucoup de liberté dans ces suivis personnalisés malades jeunes. Et puis, il y a tout je vous ai fait un petit topo aussi sur l'organisation de la vie à domicile, mais vous allez voir que c'est des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve pour des personnes malades plus âgées. La grosse distinction, c'est peut-être que c'est pas toujours évident de faire la part de choses entre un syndrome dépressif qui vient se rajouter à la maladie, parce que c'est très dur, bien sûr, de se rendre compte qu'on ne peut plus vivre comme avant, de réaliser qu'on perd ses capacités. Et ce qui peut être perçu comme de l'apathie, qui peut aussi être un signe de maladie, une absence de pensée. C'est vraiment pas aisé. Et je pense que c'est vraiment dans le dialogue avec la personne qu'on va pouvoir peut-être faire la part des choses. Et puis très souvent, tout simplement, le médecin va prescrire des antidépresseurs qui vont ou pas fonctionner et venir lever un peu l'inhibition, l'apathie à un moment donné. Des activités qui doivent s'adapter, bien sûr. On n'aime peut-être plus exactement les mêmes choses qu'avant, ou on a peut-être envie de continuer à les faire, mais on éprouve moins de plaisir. Du coup, des choses qu'on retrouve aussi très souvent dans les dépressions, et c'est pour ça qu'il n'est pas rare que, en tout cas en début de maladie, il y a aussi des syndromes dépressifs, réactionnels, bien sûr. Et évidemment, les conséquences pour la relation de couple qu'on a évoqué un tout petit peu là en début de ce webinaire, mais qui vaudrait le coup d'être approfondie, et la relation de couple et la relation avec les enfants, y compris les enfants adolescents. C'est quelque chose que j'ai prévu d'approfondir davantage dans la formation de 2 jours au mois de juin, où vraiment on va faire un zoom sur tout ce que ça vient engendrer dans le couple et les différents cas de figure. Et bien sûr, il n'est pas si rare qu'il y a des divorces qui s'en suivent, parce que c'est extrêmement dur pour les personnes conjoints qui ne sont pas du tout préparés. Enfin, on ne se prépare jamais, je pense, à ces maladies, mais qui, pour eux aussi, c'est un événement de vie rare de devoir accompagner son conjoint ou épouse ou compagnon ou compagne dans une maladie comme ça. Alors, il y a Zoé Labarre qui dit il y a aussi un accueil de jour dans le 92 spécifiquement la jeune. Super, merci beaucoup.
suis dans le 94, à l'autre bout de Paris. Alors, je ne connaissais pas votre accueil de jour dans le 92, mais super. Je pense que ce serait intéressant de faire un vrai réseau hein, des accueils de jour ou des structures malades jeunes qui existent dans les différents départements. Donc, j'ai un tout petit peu dépassé le temps, 10 minutes, mais voilà, moi j'ai encore un quart d'heure à vous consacrer pour des questions-réponses ou des remarques. Euh, par rapport à cette petite, j'ai presque envie de l'appeler un petite mise en bouche parce que c'est juste 1 heure et c'est vraiment pour pointer un peu ce parcours. Alors, excusez-moi de reposer la question. Les 65 ans, est-ce que c'est la date de déclaration de la maladie ou est-ce que c'est la date de la demande TCH? Alors, du coup, je n'ai pas compris la question. Par rapport à quand on parle des personnes malades de moins de 65 ans, peut-être. Euh, En fait, il faut demander l'allocation handicapé adulte euh, avant 60 ans. Et du coup, même si la maladie se déclare avant 60 ans, si vous faites pas la demande, si vous faites la demande à 62 ans, vous allez relever de la part. Je ne sais pas si j'ai été claire et si j'ai bien compris la question. Donc, c'est vraiment par rapport aux demandes de dossiers et réception de dossiers. C'est purement administratif. Hein. Et je rajoute, c'est extrêmement long. C'est-à-dire, j'entends souvent des aidants qui parlent des délais de 3-6 mois. 3 mois, c'est court. 6 mois, c'est fréquent, parfois 1 an. Pour d'autres encore, 1 an et demi parce qu'il y a eu des allers-retours et une mauvaise compréhension des documents à fournir. Une autre Il y a aussi une équipe spécialisée Alzheimer et malades apparentés à domicile. Pardon si ça a déjà été. Oui, effectivement, les équipes, les ESA, les équipes spécialisées Alzheimer, mais qui au départ a été prévue pour des personnes plus âgées. Alors, je travaille sur une plateforme d'accompagnement des aidants qui connaît le secteur 92 ainsi que le Paris Sud. Plusieurs ADG acceptent les malades jeunes. Voilà. En fait, quasiment tous acceptent les malades jeunes, mais de là à avoir essentiellement une population de malades jeunes, en tout cas, de ce que j'entends, c'est que c'est relativement rare hein, d'avoir une structure qui a été spécifiquement conçue à destination de malades jeunes. Très souvent, il y a une mixité dans la population qui peut aussi être intéressant par moment. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Je dois partir. Merci pour votre écoute. Euh, comment se passe, alors, une autre personne qui doit partir, bien sûr. Comment se passe la décision de mise sous curatelle dans un premier temps et la tutelle ensuite? À partir de quel stade d'avancement de la maladie? Euh, Alors déjà, il y a le positionnement du médecin par rapport à ça. Et à partir du moment où on parle d'un ALD, il n'est pas si rare qu'on préconise plutôt alors soit une tutelle directement, soit une habilitation familiale. Alors là, ça va dépendre aussi du contexte familial, parce que si c'est quelqu'un qui est en instance de divorce, pour le coup, ça peut être compliqué. Si les enfants sont mineurs, ça peut être compliqué. Mais ça passe de toute façon devant le juge de tutelle. Et puis, il n'est pas si rare hein, que chez les malades jeunes, on passe d'abord par sauvegarde de justice, un curatelle renforcée, et puis ensuite un tutelle, alors que
on connaît dès le départ un peu l'issue, à partir du moment où on a excuse-moi, la PCH est accordée après 60 ans si la maladie a été reconnue avant les 60 ans. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous fais confiance parce que moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il fallait que le dossier soit envoyé avant les 60 ans, qu'il y a le tampon finalement de réception avant les 60 ans de la personne. Euh, j'ai eu des cas comme ça, mais peut-être aussi que là encore, les pratiques sont diverses. Mais c'est très bon à savoir parce que du coup, c'est aussi quelque chose on peut si les familles souhaitent le faire valoir, on peut les inciter. Je vais peut-être demander après l'âge de 60 ans, à condition de pouvoir prouver que la personne relevait de la PCH avant 60 ans. Oui, c'est ça la difficulté. L'évolution, la durée de la maladie est aussi plus courte pour les malades jeunes. Oui, effectivement. Merci Christelle. Souvent, on va constater que l'évolution est plus rapide, mais alors, là encore, je vous avoue que je n'ai pas de statistiques hyper fiables là-dessus. Et j'ai pu voir des personnes malades qui sont en bonne forme parce qu'ils sont jeunes, justement, pendant 20 ans et que la maladie évolue pendant 25. Chez les rares cas où j'ai vu la maladie évoluer pendant 30 ans, ça a été des personnes chez qui la maladie a commencé à un âge malade jeune, donc avant 60 ans. N'empêche qu'on est quand même assez nombreux à constater sur le plan clinique qu'il y a une dégradation de l'état général et une sorte de vieillissement précoce, y compris du reste du corps, qui se fait chez des personnes malades jeunes et euh, qui vont, euh, qui vont nous emmener à dire que la maladie évolue plus rapidement chez les malades jeunes. Mais alors, à avoir des données statistiques assez claires là-dessus, sur l'évolution moyenne entre le diagnostic et finalement le décès de la personne. Je les ai cherchées, d'ailleurs, si vous en connaissez, des références comme ça, je les ai cherchées, mais j'ai pas trouvé des choses qui avaient l'air très fiables. Virginie Alou, ça fait longtemps. Merci à toi, Virginie, d'avoir été présente. En Bretagne, le dispositif de Cluedo accompagnait les malades d'Alzheimer jeunes et leurs aidants. Super. En Bretagne. En ESA, équipe spécialisée Alzheimer, nous avons plus de personnes jeunes qu'il y a quelques années. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien connu. L'accompagnement est différent et parfois difficile de répondre à leurs demandes, notamment au niveau des aspects financiers. Mais nous les accompagnons. Parce que ça, c'est vraiment, les ESA, c'est vraiment formidable. C'est vraiment quelque chose sur lequel peuvent s'appuyer les familles avec un certain angoisse parce qu'on sait que c'est renouvelable une fois et après, au bout d'un moment, ça cesse. Ça ne peut pas durer éternellement alors que la maladie ne va pas disparaître, bien entendu, à la fin des sciences. Où trouver les accueils de jour sur le site de France Alzheimer? Alors, si vous allez, non pas sur le site de France Alzheimer, mais sur le site qui est accroché à France Alzheimer, qui s'appelle aides, aides.francealzheimer.org, et vous allez dans les aides humaines, en tapant qu'il s'agit pour quelqu'un de moins de 65 ans, etc. En fait, vous allez être, il y a un lien qui fait entre ce site de France Alzheimer et le site personnesâgées.gouv. Et donc, sur le site personnesâgées.gouv, accrochez-vous, on parle aussi des structures d'aide pour les personnes malades d'Alzheimer jeunes. Voilà. C'est un petit peu accroché ensemble. Alors, en tout cas, merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions.
Alors, je vois question-réponse. Peut-être que là, c'est très clair. Où trouver oui, les informations sur l'accueil de jour? Vous avez trouvé les deux voies pour poser. Eh bien, bah, écoutez, j'étais ravie de pouvoir vous parler de ça. L'exercice pour moi, ça a été de le tenir en 1 heure. Et puis, peut-être, j'aurais plaisir de voir certains d'entre vous euh, le 23 et 24 juin. Si vous souhaitez vous inscrire. Je ne sais pas si le reste de la place. Sinon, s'il y a lieu à créer un deuxième groupe, on le fera. Écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être, et à une future occasion de se croiser, peut-être en vrai. Au revoir.